bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Antonio. Bonsoir Richard. Alors, vous vous souviendrez peut-être que nous avons accueilli au mois de mai dernier Antonio Flamand, ancien député de l'Union nationale dans les années 60. Et Antonio, finalement, a trouvé l'expérience pas trop pénible. Et puis, on a réalisé qu'il y avait quand même un intérêt pour les échanges qu'on avait eus. Alors, il est de retour avec nous, je vous l'avais promis d'ailleurs, en vous quittant au mois de juin. Et Antonio, c'est la première émission de cette saison. On entre en campagne électorale demain. Et alors là, il va se passer des choses. Ça va être serré, dur. Et on va commencer par regarder un petit peu... Vas-y. Les conséquences sont lourdes. Sont très lourdes. Très lourdes. Très lourdes. Oui, on est conscient. On va commencer par regarder un petit peu quelle est la position respective des partis à ce moment-ci. Selon les derniers sondages, la CAQ serait en avance sur le Parti libéral, pas par une grosse marge. Le Parti québécois traînerait quand même assez loin en arrière. Et en queue de wagon, on retrouve évidemment Québec solidaire qui semble piétiner pas mal. Donc, au moment où on se parle, tout semble indiquer qu'on s'en va vers un duel. La CAQ et le Parti libéral. Voilà. Quel que soit celui qui va être élu dans le Parti libéral ou la CAQ, il n'y a pas une grosse différence. Ben non, hein? On se dirige vers le démantèlement des sociétés d'État. C'est commencé. Ouais. On les envoie du côté du privé. Et c'est aussi vrai du côté de la CAQ que du côté du Parti exactement. libéral. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ouais. Puis il y a cette fameuse campagne là, du syndicat canadien de la fonction publique là, qui a créé des émois cet été et dont le thème est exactement ça. Oui. Et là-dessus, ils ont raison, là. Complètement. Cependant, s'il fallait que le Parti libéral ramasse assez de votes francophones pour se faire réélire, ça aurait des conséquences extrêmement lourdes, peu visibles au départ, mais qui pourraient prévoir des affrontements présager des affrontements assez graves. Parce que vous auriez une minorité... il n'y a plus d'anglophones, hein? C'est des groupes ethniques anglicisés. Oui. Vous auriez une minorité d'anglicisés. C'est grave ce que je dis, mais c'est la réalité. On ne peut pas dire ça, mais c'est la réalité. Ouais. Qui maintiendra au pouvoir un parti qui est rejeté par 80% de la population francophone. Là. Ouais, OK? ouais. C'est assez grave, là. Ouais. Et quand même qu'on essaierait de me faire croire que si on n'en parle pas, il n'y aura pas de conséquences, il va y en avoir. Il va y en avoir parce la majorité des francophones ne veulent plus du Parti libéral à cause de tous les scandales qui entourent le parti, à cause de la corruption qui date et qui augmente à chaque fois. Elle est rendue, là, elle est publique à tous les jours, ça ne les dérange plus, il n'y a plus aucune décence. Ouais. On voit les subventions aux amis libéraux, même les fonds de l'État, là. Ben oui. Des prêts, des subventions directes. Voilà. Ça dépasse la décence, la limite. Tu sais, à un moment, le vieux proverbe dit « Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ». Ils sont en train d'avoir tout un party. Tout un party, hein? Et ils peuvent le faire parce que le peuple, puis c'est pas mauvais, c'est tout à fait normal. Les gens s'occupent de faire vivre leur famille, de leur loisir, puis ils font confiance aux dirigeants qui sont là. Hein? Ils vont s'en occuper quand la campagne... Ils vont suivre ça quand la campagne, on va être, disons, les dernières 3 semaines. Hein? Ouais. Mais en attendant, on a l'impression que la CAQ se dirige vers une victoire qui paraît assez facile. Mais c'est loin d'être terminé. C'est loin d'être certain. Parce qu'il faut quand même garder toujours à l'esprit ceci. Le parti, la CAQ, a peut-être un soutien populaire dans l'opinion publique, mais ce n'est pas un parti organisé. Okay? Et il ne bénéficie pas d'un enracinement aussi profond que certainement le Parti libéral et aussi également sur le plan organisationnel que le Parti québécois. D'ailleurs,
ce qui m'inquiéterait si j'étais un des dirigeants de la CAQ, c'est que 45 %, c'est des gens qui se proposent de voter pour eux, sont possiblement... Ils peuvent changer d'avis. Ils peuvent changer d'idée, oui. Ils peuvent changer d'avis. Donc, leur vote est flottant. Non, oui. Mais en réalité, quand ils disent qu'ils vont changer d'avis, ça me paraît favoriser le Parti québécois, même s'il est actuellement très, très bas dans les sondages. Parce que, dans le fond, les gens, ce que tu supposes, dans le fond, quand tu dis ça, c'est que les gens, s'ils ne votent pas CAQ, ils ne voteront pas Parti libéral. Non. Ça, j'aimerais avoir la confiance que tu as là-dedans. Bien, une confiance. Quand la personne répond que son vote peut encore changer d'avis, je ne crois pas qu'ils votent pour la CAQ parce qu'ils sont d'accord avec les orientations de la CAQ. Je pense qu'ils votent pour la CAQ parce qu'ils pensent que c'est le parti qui est capable de débarrasser des libéraux. Ouais. Et puis qu'ils sentent... tu sais, tout le monde aime ça gagner, voter pour le parti qui va gagner. C'est ça. Mais c'est ce qui est annoncé, alors tout le monde annonce que c'est ça qu'ils vont faire. Ben voilà. Mais il reste que, je pense, puis je peux me tromper parce que j'ai pas c'est une question qu'on aurait pu poser. Ouais. Est-ce que la personne, au départ, elle était pour le Parti libéral ou si elle était pour le Parti québécois? Moi, je pense que c'est là qu'est la chance du Parti québécois, s'il y en a une, c'est de ramasser ce vote-là qui est encore possible. Mais pour ça, il faudrait que le Parti québécois retrouve son âme. Et c'est pas certain. C'est pas certain. Ils font des drôles de choses. Hein. Oui. Il faut quand même... Écoute, je veux dire, drôle de choses, là, il y a juste à regarder leur autobus de campagne. Je t'avoue franchement que quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, pour se permettre un geste pareil, il faut vraiment ne plus avoir rien à perdre. Je pense que c'est l'opinion de François Lisée. C'est à ce moment-ci de la campagne... Qu'est-ce qui est son opinion, qu'il n'a plus rien à perdre? Oui. Fort probablement. Oui. À ce moment-ci de la campagne, ça attire l'attention. Hein? Oui. Mais je ne sais pas, rendu où on va parler de choses sérieuses, si... D'autant plus qu'il y a... Ça va avoir l'air de quelqu'un qui a pris un petit peu de LSD, là. Ouais. D'autant plus qu'il y a une certaine dichotomie entre le caractère finalement un peu ludique du décor de leur autobus et le message, c'est sérieusement. Oui, c'est ça. Tu sais, vous dire, bon, si on est sérieux, on est sérieux. Puis si on est ludique, on est ludique. Mais introduire le sérieux dans le ludique, bon, on va voir. On va voir. Peut-être que j'ai tort. Ben, en tout cas, moi, je pense qu'on aurait eu de la misère à me vendre ça. Ouais. Mais on va voir. On va voir. Mais il reste que pour le moment, ça fait parler de lui. Tous les observateurs, pour l'instant, sont réservés. Ouais. Mais c'est comme leurs annonces au départ, là, oui, qu'ils ont fait. Des blagues, oui. Des blagues. Ça a fait parler d'eux. C'est peut-être bon au début de la campagne, là, mais c'est que l'autobus, on va se promener avec durant tout le temps de la campagne. Tu sais, il faut qu'il y ait de la substance. Oui, c'est ça. Hein? Alors, c'est ça le problème. Et pourtant, il y a des choses qui se sont produites pendant l'été, là, tu sais. Juste avant, vers le 22 juin, juste avant le départ pour vacances, un jeudi après-midi, Hydro-Québec a annoncé la vente de 65% des actions de TM4 à une compagnie américaine. Je ne me souviens plus trop quel est son nom, mais bon, c'est un équipementier dans le secteur de l'automobile qui est quand même assez connu, qui existe depuis une centaine d'années et qui, pourtant, malgré tout, a frôlé non seulement a frôlé, mais a été mis en faillite il y a une quinzaine d'années. Comme d'ailleurs, tu sais, General Motors a été mis en faillite, Chrysler a été mis en faillite. Oui. Tout le secteur automobile américain a été très durement touché. Et bon, ils se sont relevés. Et voilà que d'un seul coup, cette entreprise-là achète TM4 pour ce qui m'apparaît à moi une bouchée de pain. Bien, sûrement, une bouchée de pain, effectivement. Okay. Mais c'est le démantèlement de l'État, puis le démantèlement de l'État, c'est pas en faveur des propriétaires, c'est-à-dire des... Non, c'est en faveur de ceux qui s'en emparent. Voilà. Hein?
Alors, tu sais, puis alors, quand on regarde la transaction, on fait des découvertes assez stupéfiantes, là. On découvre que celui qui est à l'origine de la transaction est un des vice-présidents de l'entreprise en question et que lui-même, c'est un Français, un ingénieur français qui travaille aux États-Unis depuis quelques années et qui, évidemment, connaît bien le milieu Hydro-Québec. Il faut quand même être conscient d'une chose, c'est qu'Hydro-Québec est une entreprise de calibre international qui est reconnue, dont les compétences sont établies. Et donc, les milieux des ingénieurs conseils, c'est quand même un milieu restreint. Et puis, l'Hydro-Québec participe sur des programmes d'échange, à toutes sortes de tribunes en Europe. Je pense que c'est une des plus grosses compagnies d'électricité au monde, là, ben voilà. je crois. Ben voilà. Bon. Et alors, c'est étrange parce qu'il y a un ancien vice-président de l'Hydro-Québec qui s'est illustré dans le cadre d'une intervention. En fait, il s'agissait de la batterie au lithium. Oui, c'est ça. Hein? OK. Et la batterie au lithium, elle s'est retrouvée entre les mains des Français qui exploitaient l'ancien gisement d'Alpha-Aquitaine, là. Ouais. Puis quand on regarde tout le monde qu'il y avait autour de ça, on réalise qu'il y avait GDF Suez, puis GDF Suez... Démarrait, tout est pris là-dedans. Ouais. Bon, c'est toute la même gang. Ouais. Alors, c'est clair qu'il y a des liens. Et c'est clair qu'on a bradé, là, du patrimoine. Ouais. On ne l'a pas fait au complet pour ne pas s'attirer les foudres, mais on l'a fait en le cachant. Et on se prépare à continuer. Et c'est pas la CAQ qui va arrêter ça parce qu'ils pensent la même chose. Hein? Et toujours à propos d'Hydro-Québec, il y a eu cette affaire qui est sortie il y a quelques semaines, là où on a découvert que les honoraires d'avocats du conseil d'administration d'Hydro-Québec avaient augmenté de 3700 % en l'espace d'un an. Ouais. Et pour quelle raison, si ce n'est pour payer des honoraires à des amis? Parce que Hydro-Québec a ses avocats. Ouais. Est-ce qu'ils ont besoin de tant que ça de consulter des firmes étrangères? Quand tu regardes l'affaire, tu te dis, écoutez, c'est quoi les transactions qui peuvent nécessiter le recours à plusieurs grands cabinets d'avocats? Puis alors, tu te rends compte qu'il n'y a pas grande transaction plus grande que celle qu'une privatisation. Qui s'en vient. Et donc, c'est l'annonce qu'il y a une privatisation qui est en préparation. Alors, la question qui se pose, c'est s'agit-il d'une privatisation totale ou d'une privatisation partielle? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si on privatise Hydro-Québec à plus de 10 %, Hydro-Québec devient une entreprise assujettie à l'impôt fédéral sur le revenu des entreprises. OK? Et ça devient coûteux. OK? Là, ça mange les profits, là. OK? Et ça freine l'investissement dans Hydro-Québec. Ça freine l'investissement, ça mange les profits, ça occasionne l'augmentation des coûts, l'augmentation des coûts de l'électricité. Oui. Hein? Et ça a des conséquences terribles. Bon. Maintenant, il faut aussi se souvenir qu'il y a quelques années, au moment où Hydro-Québec... Tu te souviens, là, quand Jean Charest avait annoncé, juste en 2009, automne 2009, que ça y est, Hydro-Québec allait acheter Énergie Nouveau-Brunswick. Je me souviens de ça. Hein? Tu te souviens de ça? Oui. Oui, sauf qu'il n'y a pas grand monde qui avait pensé aux conséquences que ça aurait. OK? Et moi, je l'avais souligné là, dès ce moment-là. Un instant, à partir du moment où Hydro-Québec achète Énergie Nouveau-Brunswick, ça devient une entreprise interprovinciale et qui tombe dès lors sous la juridiction du gouvernement fédéral. Du gouvernement fédéral, effectivement. Alors, quel aurait donc été l'intérêt par la suite pour Hydro-Québec de demeurer société d'État? On voit bien que c'était arrangé avec le gars des vues, c'était un scénario conçu
pour favoriser la privatisation d'Hydro-Québec. Qui veut la privatisation d'Hydro-Québec? Qui pousse sur la privatisation d'Hydro-Québec depuis 25 ans, 30 ans? Bien, c'est bien connu, c'est les Desmarais. Oui. Je me souviens, quand j'étais président de l'Association des manufacturiers en 2013, où j'avais eu, parce qu'à l'époque, le gouvernement du Québec accumulait des déficits importants, année après, un déficit de 5 milliards en 2013, là, sur un exercice, c'était énorme. C'est énorme. Ouais. Énorme. Et évidemment, j'avais à ce moment-là, parce que ça avait des conséquences sur les usagers qui voyaient les tarifs d'Hydro-Québec là, être appelés à augmenter pour compenser, parce qu'on tirerait davantage de revenus des... Bon, alors, ça aurait eu des graves conséquences. Et d'ailleurs, ça en a eu. Et j'avais suggéré à ce moment-là qu'on privatise justement à hauteur de 10 %, pas plus, pour les raisons que je viens d'exposer. Et j'avais reçu, imagine-toi, tard le soir, un téléphone de Bourassa lui-même, qui m'avait tenu au téléphone pendant 2 heures, à 11 heures le soir, pour m'expliquer en quoi c'était une mauvaise idée. Et dans les discussions qu'on avait eues par la suite, il m'avait fait comprendre qu'il y avait quelqu'un de très intéressé à la privatisation, puis que c'était le groupe Desmarais. Le groupe Desmarais, puis que lui était fortement opposé à ça. Oui, parce qu'il faut quand même que ça prend un groupe capable d'acheter. Hein? Oui, exactement. Donc, qui avait ces genres de moyens-là. Mais en même temps, il faut regarder que quand les gens proposent d'acheter Hydro-Québec, ils proposent toujours de l'acheter à très bas prix. Et à l'époque, on parlait d'acheter Hydro-Québec pour 60 milliards, alors que le vrai prix d'Hydro-Québec est supérieur à 300 milliards. Okay? Bien, c'est toujours, quand il y a privatisation, en fait, on sait toujours qu'on s'empare des biens de l'État, on s'empare des biens qui appartiennent à l'ensemble des citoyens pour le mettre dans les mains, pour une bouchée de pain qu'on met dans les mains de quelques individus qui s'enrichissent. TM4, c'est ça. Hein? Oui, bien c'est ça. Bon. Ouais. Alors, et, tu sais... Quand on regarde, entre autres, l'achat de l'électricité produite par les éoliennes, je ne comprends pas que il ne pas Hydro-Québec. Ben, c'est pas payant pantoute. D'ailleurs, la directrice générale vient de le confirmer. Mais au moins, si c'était l'Hydro qui contrôlait cette filière-là... Oui, mais Hydro se fait donner des commandes par le gouvernement. Oui. Ça, on le sait depuis que Thierry Vandal a témoigné en commission parlementaire il y a déjà 5 ou 6 ans. Et que ces commandes-là coûtent cher. Quand l'Hydro-Québec produit elle-même de l'électricité à 7,8 cents du kilowattheure, et puis est obligé d'en acheter à 12 cents. À 12 cents ou plus, OK, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui s'engraisse, là, quelque part. Puis que c'est pas payant pour Hydro-Québec, d'autant plus qu'on l'a, l'électricité, on pourrait on n'en a pas besoin de l'électricité qu'on achète à l'heure actuelle dans des éoliennes. On n'en a pas besoin du tout. Pourtant, on est obligé de la payer au gros prix. L'une des raisons qui a été expliquée par le ministre Moreau, c'est que ça donne du travail et de la justification. Oui, c'est les retombées régionales. Les retombées régionales. Et d'ailleurs, on regarde qui sont les députés qui se manifestent. Bon, évidemment, c'est les députés qui sont sur la Côte-Nord, partout, ou en Gaspésie, ou partout où il y a des parcs d'éoliennes d'établis. Et puis, on établit les parcs d'éoliennes là où il y a du vent. Bon, il n'y en a pas en ville. OK. Oui. Mais ce que je voulais mentionner tantôt, si c'était l'Hydro qui faisait ce développement-là, prenons le raisonnement du ministre Moreau, si c'était l'Hydro qui faisait ça, c'est sûr que cette électricité-là coûte cher, il y a une différence, mais le bénéfice qu'on donne à l'extérieur, qu'on donne à Cascade ou qu'on donne ailleurs, l'Hydro ne serait pas obligé de le donner. Oui, mais ça, là, ils n'en parlent jamais. Ce dont ils nous parlent, c'est les emplois créés en région. Ouais. Et tu sais, ils sont habiles, hein? Ils sont très habiles. Boralex, tout ce monde-là, là. OK? Et puis quand tu regardes les autres entreprises, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, et toutes se sont... Alors ça, c'est ça, ça, faut regarder ça, ça vaut la peine. Tout ça se fait depuis le début des années 2000.
Exactement. OK? Alors, puis alors, c'est intéressant, parce que la fin des années 80, les années 90, c'est la période où on s'est départi des actifs que le Québec avait, par exemple, dans le secteur pétrolier, par l'entremise de Sokip. Il y en a une partie qui s'est ramassée chez Gaz Métro. Mais Gaz Métro, à l'époque, ça se justifiait, c'était une compagnie nationale. Mais entre-temps, Gaz Métro a été privatisé dans des circonstances avec une série de transactions avec des compagnies par avant, et ci et ça. Puis on découvre qu'à un moment donné, Enbridge, la fameuse grosse, est impliquée là, dans le capital de Gaz Métro, qui a même encore maintenant changé de nom. OK? Tu te rends compte? Alors, il y a eu un coulage invisible. Puis ensuite, ce qui restait comme ressources pétrolières, le gouvernement a confié ça à Hydro-Québec. Hydro-Québec a gardé ça un bout de temps, puis s'est dit, c'est pas notre business, on va vendre ça, on va se débarrasser de ça. Ils sont débarrassés de ça dans des circonstances encore là mystérieuses. Mystérieuses, toujours. On n'a pas beaucoup de détails là-dessus. OK? Et, entre autres, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'une partie de ces droits-là se retrouvait là, à Anticosti. Et puis que ça avait été vendu à une compagnie, en apparence québécoise, mais quand on garatait là, comme il faut, on découvrait qu'en arrière de ça, il y avait encore les démarrais. D'accord, exactement. Toujours. Et là, on vient de les compenser largement. On vient de les compenser largement. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, imagine-toi, que les jugements, oui, effectivement, il y en avait, mais que ça serait difficilement exploitable commercialement. Il fallait que ces gens-là récupèrent leur mise. C'est ça, toujours. Toujours. Ouais, toujours. Eux, ils ne perdent jamais. Non. Ils ne perdent jamais parce qu'ils contrôlent avec les libéraux. Et alors, ils s'arrangent pour que ce soit toujours l'État qui... Et quand je dis qu'il n'y a aucune décence, là... C'est le scénario de la Caisse de dépôt avec Rousseau. Sous Henri-Paul Rousseau. C'est ça. Avec le fonds Coventry. Hein? Comment se fait-il que la Caisse de dépôt était actionnaire d'un fonds et qu'elle avait elle-même sollicité une agence de cotation de crédit, de notation de crédit DBRS, alors que Moody's et Standard & Poor's avaient refusé, DBRS accordait à ces valeurs-là la cote 3A. Puis Coventry, les titres, puis alors qui c'est qui achetait ça? Qui achète ces titres-là? Ceux qui avaient besoin de rendement. Des sociétés de placement qui ont besoin de rendement. Ouais. Parmi ceux-là, une des plus grosses, c'est la Société financière Power. Conglomérat de compagnies d'assurance, de compagnies de placement, de ci, de ça. Toutes des gens qui ont besoin de... Et comment se fait-il qu'on n'a pas été capable de réaliser que la Caisse de dépôt s'était ramassée avec... des actifs pourris. Quand c'était payant, quand ça rapportait de gros dividendes, on les laissait dans les mains des compagnies à démarrer. Et quand ça risquait d'exploser parce que c'était des titres pourris, on les repassait à la caisse. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu te souviendras qu'au lendemain de cette affaire-là, il y avait eu une commission parlementaire. Oui, je me souviens de ça. Tu te souviens, hein? Oui. Tu te souviens que... autour de la table, il y avait François Legault. Oui. Lui, il savait. Et comment se fait-il qu'il n'ait pas creusé ça, François Legault? Bonne question. En fait, on connaît la réponse. OK? Il faut comprendre de quelle façon François Legault est devenu chef de la CAQ. Et moi, j'ai écrit un livre là-dessus. C'est Charles Sirois, L'homme derrière François Legault. C'est un livre qui est paru déjà il y a 4 ans. OK? Et j'explique que François Legault, le gars qui l'a convaincu de quitter le Parti québécois, c'est Lucien Bouchard. Lucien Bouchard avait quitté lui-même le Parti québécois dans les circonstances qu'on sait, et il était... c'est Lucien Bouchard lui-même qui explique ça dans au journaliste Konrad Yakabouski,
qui est un collaborateur occasionnel au Devoir maintenant, qui était autrefois un collaborateur régulier au Devoir, et qui, à ce moment-là, était rendu au Globe and Mail. Et Yakabouski a pondu un long article dans lequel il relate l'entrevue qu'il a eue avec Lucien Bouchard, dans laquelle Lucien Bouchard se vante d'avoir débauché Legault et de l'avoir convaincu de se présenter chef d'un nouveau parti qui est devenu la CAQ. Ce qui nous éclaire sur les profondes convictions de M. Bouchard. Bon. Puis ensuite, il faut comprendre le rôle que jouait Lucien Bouchard dans l'affaire de la Caisse de dépôt. OK? Il appartient à un cabinet d'avocats qui s'appelle Ward Davis Phillips Weinberg. Phillips Weinberg, c'est la partie montréalaise. Ward Davis, c'est la partie torontoise. OK? Et il est là depuis le début des années 2000, au moment où il a quitté ses fonctions de premier ministre. Ward Davis Phillips Weinberg, c'était le bureau dont étaient issus les deux avocats qui ont fondé Coventry. Bon. OK? Avec les papiers commerciaux. Avec le papier commercial. OK? Et notre ami Lucien, il représentait également la Caisse de dépôt. Tu te souviendras quand le scandale a éclaté puis que Henri-Paul Rousseau a été convoqué en commission parlementaire, et à quel point, comment Lucien Bouchard avait grimpé au rideau, du discours à la Chambre de commerce, et puis c'était la tempête parfaite, et puis voilà, on cherchait à escamoter l'affaire sur le tapis. Rousseau témoigne devant la commission parlementaire. Il se fait à peine poser quelques questions. Le seul qui a eu le cran de lui poser des vraies questions, c'est Amir Kadir. OK? Et du côté du PQ, ça n'a pas été courageux trop. Là, c'était Legault qui aurait pu poser des questions. Bien, OK? Il les a pas posées. OK? Et ensuite, quelques mois plus tard, Henri-Paul Rousseau se retrouve chez Desmarais. Chez Power Corporation. Tu sais, entre toi et moi, là, à un moment donné, ça fait dur. Ouais. Mais les gens ne voient pas ça. Non, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas non plus que Lucien Bouchard, à un moment donné, devient président de l'Association pétrolière et gazière. Oui. Parce que les gens votent avec les informations qu'ils ont. Hein? Il ne faut pas penser que les gens sont stupides, mais ils votent avec les informations qu'ils ont. Mais ils n'en ont pas. Si on leur en donne pas. Mais ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ben non. Ou bien, s'ils en ont eu, on leur a présenté ça tellement superficiellement, personne ne s'est chargé de faire les liens, et ça sort. Tu sais, c'est comme au sujet comment dirais-je, des scandales là, qui sont survenus au moment de la formation de la commission Charbonneau. Écoute, il y en avait là des manœuvres qui se sont faites, puis ça, il faudrait que ça compte là dans l'élection. Mais la commission Charbonneau. Écoute, c'est une couverture. Ouais, on va prendre une petite pause d'une minute ou deux là, et puis on va revenir avec ça. C'est une couverture. Ouais. Okay?
Alors, vous êtes de retour à l'émission Point de bascule, la première émission de la saison en compagnie de Antonio Flamand. Et c'est l'édition on est le quoi, André? 22 août 2018. Voilà. Alors, Antonio, on s'est quitté il y a quelques minutes, là, et on abordait la question de la corruption du Parti libéral. Et de la situation qui avait évolué avec le passage de Jean Charest et puis... La commission Charbonneau, elle nous a révélé beaucoup de choses, mais elle nous en a surtout caché. Énormément. Alors, elle a caché tout ce qui concerne les tractations avec l'Hydro, elle a caché tout ce qui concerne les tractations avec le ministère des Transports, et c'est là que c'était le plus gros moton. Hein? Voilà. Alors, on a tout caché ça. Alors, la commission Charbonneau, avec tout ce qu'elle nous a révélé... Et on nous a fait des histoires avec Rambo Gauthier. Ah ben oui, ça, c'était vraiment un vrai show de boucan. Là. Ah oui. Puis là, pendant des jours, on nous entretenait avec ça. Okay? Ouais. Mais durant ce temps-là, le temps passait, puis on n'abordait pas les problèmes avec l'Hydro, on n'abordait pas les problèmes avec le ministère. Alors, la commission Charbonneau, avec tout ce qu'elle nous a appris, elle nous a surtout caché tout ça. Ouais. Et ça, c'était beaucoup plus énorme que tout ce qu'on a su. Et aussi, on nous a caché, on a appris un certain nombre de choses malgré tout. Et puis, on voit encore que ça a quand même donné quelques résultats. Alors, regarde, ces derniers jours, là, on annonçait la condamnation des frères Soriol de Dessau. Quand même. C'était mais je dis pas que c'est rien. C'était pas des petits joueurs. Je dis pas que c'est rien, mais ça l'a caché. Beaucoup plus que ça. Ça a caché beaucoup plus que ça. Et puis, pourtant, tu sais, c'était des gens qui étaient proches du pouvoir. Alors, qu'ils aient été sacrifiés, ça te dénote quand même qu'il fallait qu'il y ait des boucs émissaires. Il fallait qu'il y en ait. Puis il fallait que ce soit même des boucs émissaires parmi leur propre gang. Oui, bien, ça ne pouvait pas être ailleurs. Voilà, parce qu'il y avait que leur gang qui était impliqué. Il y avait leur gang qui était impliqué. Ouais. Alors, ça ne pouvait pas être ailleurs. Mais c'est quand même intéressant de le noter. Et en même temps aussi, il y a quand même des choses qui sont sorties, là. Le rôle joué par le directeur des poursuites criminelles et pénales dans le ralentissement de certains dossiers de poursuite, c'est assez spectaculaire. Merci. Ce procureur, ce DPCP, qui s'est retrouvé par la suite juge, là, c'est le juge... attends un peu, Louis, ça va me revenir. C'est incroyable. Et juste au début de l'été, alors qu'il était question là, du début du procès de Nathalie Normando, encore une fois, il intervient pour dire non, ce procès-là n'aura pas lieu. Et puis, voici pourquoi. Les questions soulevées par la journaliste Marie-Maude Denis de Radio-Canada sont de prime importance. Et puis, voilà, on arrête les procédures. Et puis, il faut que ça soit éclairci par les tribunaux supérieurs, Cour d'appel, Cour suprême. Oui. Quand je disais au début qu'il n'y avait plus de décence, mais ils prennent le beurre à poignée, là. Quand on pense les subventions qui ont été données lors de l'achat du Soleil, des journaux régionaux, donner des subventions, des prêts, on vient de faire la même chose là, avec les revues de Taillefer. Absolument, ils viennent de recevoir une subvention d'1,5 million, c'est pas rien. C'est incroyable, là. Ouais. Alors... une subvention, un prêt, je ne sais pas trop, mais bon. Ouais, mais de toute façon, c'est une faveur. Oui. Et on dirait que les journalistes n'osent pas toucher à ça. Ben non, c'est leur pain puis leur beurre. Mais ça vaut... Imagine-toi, là, tu sais, il faut regarder là, à quel point la profession, là, c'est littéralement vendue, là. OK? La profession journalistique, là, est en train de se discréditer à la vitesse grand V. OK? Ils sont... regarde-les, là. Prenons le plus haut, hein? Radio-Canada. Oui. Radio-Canada, depuis 1982, est astreinte à une nouvelle loi qui lui fait l'obligation de faire la promotion de l'unité canadienne et des valeurs canadiennes, dont le multiculturalisme.
OK? C'est écrit dans la loi. Évidemment que ça a des répercussions sur... Mais là, ça ne peut plus être une source d'information crédible. Ben voilà, c'est devenu une officine de propagande. Ben oui. Ça ne peut plus être une source d'information D'aucune crédible. façon. Parce qu'ils sont en conflit d'intérêts continuellement. D'aucune façon. Alors, Prends la presse. Ce qui explique que maintenant, si tu veux être informé, il faut que tu lises le Journal de Montréal. C'est incroyable. Là. C'est rendu... Écoute, c'est pas rien. C'est le seul choix qui nous reste. Oui. Parce que la presse, on n'en parle pas. Et ça va durer combien de temps? Le Devoir, on n'en parle pas, parce que ça fait longtemps que le Devoir, il n'y a plus rien. C'est vide. C'est vide. OK? Ça a même changé sa devise, qui était « Fais ce que doit ». C'est devenu « Pense ce que tu veux » ou bien quelque chose comme ça, là. Ouais. C'est aussi bête que ça. Ouais. OK? OK, franchement, là, dans le Devoir, il n'y a plus rien, il n'y a plus de substance. Il n'y a plus rien. Plus rien. Il n'y a plus rien. OK? C'est pas rien, là. Imagine-toi là, que le Devoir, ça a été la conscience de la nation québécoise. Qu'est-ce qui explique cette évolution-là? L'argent? On a syndiqué... La prise de contrôle des médias par les pourvoirs d'argent. Et puis, c'est pas le cas uniquement au Québec. C'est mondial. Oui, c'est mondial. Oui. C'est la même chose en France, c'est la même chose aux États-Unis. Oui. Autrement, et alors, le problème, tu sais, c'est pas pour rien qu'il apparaît des sites d'information alternatives. Il apparaît des sites d'information alternatives parce que les gens cherchent de l'information quelque part, ils la trouvent plus dans les journaux, et donc, puis à un moment donné, ça va même jusqu'à, on va la créer nous-mêmes, l'information. On est capable de faire des... Le site Vigile Québec, c'est ça. Oui, je comprends très bien. C'est nous, c'est pas parce qu'on voulait faire un journal, là, mais devant la carence de l'information, on s'est dit, ben il y a une niche à occuper, un trou à prendre, OK? Puis on l'a pris. Ouais. Mais, Richard, ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire parce que ça se passe comme si c'était normal, quand on décide qu'on va arrêter les fake news. Alors, en réalité, c'est que juste les officiels peuvent donner des fake news parce qu'ils nous en ont donné tant et plus, là. Oui. Oui, parce que la façon de nous en donner, c'est de nous cacher une partie de l'information. Alors, si tu as juste une partie de l'information, c'est comme si tu n'avais pas d'information, parce que tu ne peux pas te faire... Toute information partielle est nécessairement une information partiale. Partielle, exactement. Alors, et ça passe. Ça passe. Ouais. Bien sûr que ça passe. Écoute, il y a des nouvelles qu'on diffuse ailleurs au Canada, puis qu'on diffuse pas au Québec. C'est pas rien. Moi, par exemple, il y a quelques années, il y a eu un rapport fait par l'Institut Fraser en Colombie-Britannique sur l'immigration, et les coûts de l'immigration. Ce rapport-là a été considérablement couvert dans les médias anglophones, dans l'Ouest. Très peu, zéro écho au Québec, ailleurs que sur Vigile. Et c'est pas rien. T'es rendu, moi, que pour arriver à trouver de l'information, je suis obligé de regarder les médias de la Colombie-Britannique. Parce qu'il y en a plus là qu'il y en a ici. Alors que c'est nous qui sommes les plus vulnérables avec l'immigration, qui est là d'ailleurs pour diminuer la majorité au Québec. Voilà. Alors, tu vois, tu soulèves un point là qui est nécessairement un enjeu de la prochaine campagne électorale. C'est celui de l'immigration. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le soulever? Ça devrait être le Parti québécois qui soulève ça. Ben oui. Oui. Ben, qui c'est qui l'a soulevé? C'est Legault. Oui. Quand je dis que le Parti québécois il a perdu son âme, c'est ça qui m'inquiète. J'ai pas beaucoup de problèmes avec les questions sociétales. Ce que je veux dire, tu sais, mais ça peut pas être... Quand tu parles tu dis que tu n'as pas de problème avec les questions sociales. Ben, c'est-à-dire que... C'est ce que je veux dire.
qu'il y ait des homosexuels, qu'ils aient une Ouais. organisation, qu'ils aient une association, ça va. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. OK? Non, moi non plus. Ça me dérange pas et ça m'a jamais dérangé, en fait. Tu sais. Je ne suis pas attiré par ça, mais quand j'étais au collège, j'ai connu des confrères qui étaient homosexuels et je les ai jamais dénoncés. Parce que C'était pas de tes affaires. c'était pas de mes affaires, c'était pas une affaire. C'est une affaire qui me faisait beaucoup plus sourire, c'est-à-dire, qu'autre chose. Je n'ai jamais dénoncé, c'est pas une affaire qui me fatigue. Mais ça peut pas être, comment je dirais ça, donc, le problème d'une minorité, ça ne peut pas être une politique qui concerne nationale et que ça soit la seule chose importante. D'ailleurs, l'une des raisons, à mon sens, qui va faire que Québec solidaire n'augmentera pas son vote, c'est qu'il est axé beaucoup sur des problèmes sociétaux. OK? On ne définit pas le fonctionnement d'une société à partir même si des caractéristiques des minorités. C'est ça. Même si ça a une certaine importance, puis il faut respecter ça, j'ai pas de problème avec ça. Il faut respecter les minorités, mais on ne peut pas... les minorités ne définissent pas à eux seuls la société. Oui, c'est ça. Et quand ils sont rendus à vouloir définir la société à partir de leur vision, ben là, ça commence à poser un problème parce que ils nous obligent, nous, à rentrer dans le trou. Ben oui, c'est que, tu comprends-tu, c'est que ce qui devient important, c'est pas le problème de la majorité, c'est le problème de la minorité. C'est la minorité qui prend le pouvoir. Qui gouverne. Qui gouverne. Alors, ça peut pas. Et je suis toujours inquiet quand je vois le Parti québécois qui a l'air à courir après ça. Tu sais, c'est-à-dire, j'ai pas de problème avec ça, mais ça ne peut pas être l'enjeu d'une campagne électorale. À moins que ces minorités-là soient, en danger, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas au Québec, là. Ils définissent pas notre âme. Par contre, et c'est important de le préciser, la façon dont on les traite définit notre âme. Oui. Tu comprends? Oui. C'est la différence. OK? Donc, on a le devoir de bien les traiter. OK? Mais en même temps, on ne peut pas accepter de se laisser définir par ce qu'ils sont. Ben oui, parce que ça ne correspond pas à la majorité. Ben voilà. OK. Alors, ça m'inquiète un peu. Et je pense que c'est pour ça qu'ils vont stagner. Faut qu'ils sortent de ça. Pas parce que c'est pas des problèmes qui ont une certaine importance, mais... tu vois, regarde encore comment Legault a été... a bien agi, parce que même si on a des critiques à lui adresser, et il y en a des grosses, je vous prie de me croire, il faut quand même admettre que sur ce plan-là, il s'est comporté de façon assez habile. Regarde, il est le seul à ne pas avoir, chef de parti, à ne pas avoir participé au défilé de la fierté gay. Et on lui a demandé pourquoi. Mais je le comprends. Okay. Hein? Mais je comprends parfaitement. Ben oui. Je t'avoue franchement que si j'étais chef de parti, j'irais pas au défilé de la fierté gay. Mais il s'est fait pas parce que il s'est fait représenter, mais lui, c'était beaucoup plus rentable électoralement d'être présent en Abitibi. D'être présent en Abitibi où les sondages lui donnent la chance de faire élire un candidat ou deux. Bon. Alors, il est là. Voilà. Okay? Voilà. Alors, et moi, je pense pas que ça va lui nuire d'avoir fait ça. Non. Okay? Pas du tout. Puis non seulement ça ne va pas lui nuire, mais il y a des tas de gens que la surexposition, que ce soit de Trudeau ou de Lisée ou de tous les autres chefs de parti, à ces causes-là, dérange. Ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Ouais. Moi, je comprendrais qu'un chef de parti y aille une fois pour montrer qu'il y a... Mais une fois qu'il est allé une fois... Tu sais, imagine, contraste ça avec le comportement de Pee-wee Trudeau, là, qui n'en rate pas une, ou à chaque fois qu'il y en a une au Canada, il est là. Oui. Mais... Ça, moi, j'appelle ça du racolage. Mais c'est ça. C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Alors, mais ça ne peut pas définir une politique nationale. Ben non. C'est ça que j'ai de la misère. OK? J'ai de la misère avec ça. C'est ce qu'on appelle du clientélisme. Oui. Hein? Et l'autre chose,
Je ne sais pas qui peut réussir à convaincre les gens. Hein. Parlons de la Charte des droits, on semble y revenir. Il semble que c'est Legault qui va y revenir. Le Parti québécois, lorsqu'il annonce la Charte des droits, son vote possible augmente et il s'effronte quand lui-même rejette la Charte des droits. Hein? Et on réussit à leur dire, il n'y a personne qui met ça en cause, on réussit à leur dire, c'est ça qui vous ennuie. Mais c'est le rejet qui les ennuie. C'est pas la Charte comme telle. Non. C'est le rejet de la Charte. Okay? Peu importe ses faiblesses, là. Je dis pas qu'elle était parfaite, là. Je dis pas qu'il n'y aurait pas des choses qu'il aurait dû faire, mais d'y avoir renoncé et de se laisser convaincre que c'est ça qui les a battus, c'est assez fort, un café, là. Hein? Oui. C'est pas la première fois que je vois ça, là. Non. Ben, écoute, là, en politique, on est habitué à voir pas mal tout, hein? Oui. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait fait visiter Blanc-Sablon. Oui. Et qui, avec colère, me démontrait tout l'argent que le fédéral donnait pour les traversiers de Terre-Neuve, pour tous les efforts qu'on faisait pour faire une route, à même les fonds canadiens pour les gens de Terre-Neuve. Et quand je lui ai demandé s'il était indépendantiste ou non, parce qu'on ne peut pas vivre en dehors du Canada. Okay? Alors, il se contredisait, mais il ne savait pas pourquoi, mais il y avait, comment je dirais ça, il y avait une leçon qui avait été... Seriné, puis il n'en sortait pas, puis il n'était pas capable d'en sortir. Non. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens du Parti québécois sembleraient incapables de sortir non plus de ça. Bien, c'est ça. Ça, c'est effectivement préoccupant, hein, parce que, tu sais, pour faire l'indépendance, il faut comprendre une chose. L'indépendance, on l'a fait d'abord dans sa tête. Oui. Dans son cœur, dans sa tête. OK? Et une fois que c'est fait, là, il n'y a plus de retour possible. OK? Alors, les gens qui hésitent, sont sur la clôture, c'est qu'ils ne sont pas capables de franchir ce pas-là. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, puis des raisons parfaitement légitimes et puis respectables. Mais, en même temps, il faut comprendre qu'il y en a pour qui il y a une limite. Il y a des gens qui demeureront d'éternels Canadiens français. C'est-à-dire incapables... tu sais, qui vont s'identifier à la cause nationale, qui vont s'identifier à la culture française, OK? Mais qui ne seront jamais capables de passer, de la loyauté, est-ce que c'est le bon mot, de l'attachement du Canada à celui du Québec. Oui. En réalité, ils sont incapables de se détacher, comment je dirais ça, donc, des symboles culturels qui leur ont été volés par le Canada anglais. Quand on parle d'appropriation culturelle, l'hymne national, c'est incroyable, là. Hein? Puis alors, ça, c'est effrayant, parce que non seulement ils se l'approprient, mais ils sont en train de le transformer. Ben oui. Puis au point que, je veux dire, entre la version anglaise qui est en train de devenir acceptée, puis la version française qui est la version originale, écoute, c'est même pas la même chanson, là. le drapeau, la feuille d'érable, il faut voir ça aussi, hein? Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'érables en Alberta, puis en Saskatchewan, puis... Non. Bon. Okay. Alors, ces symboles-là, on dirait que les gens sont incapables de s'en détacher, parce que c'est ça. Oui. C'est se détacher de ces symboles-là qui ont été appropriés par le Canada anglais. Oui. Parce que, moi, quand on a parlé d'appropriation culturelle, je regardais ça, mais c'est mon Dieu. Tu sais, il n'y a rien qui t'aide à mieux comprendre ce dont on parle que de comparer la version anglaise et la version française de la première strophe au Canada. Et au Canada, là, c'est un hymne national composé par des francophones.
Oui. Basile Routier pour la musique, si ma mémoire est fidèle, et Calixa Lavallée pour les paroles. C'est pas l'inverse? Ou l'inverse. OK. OK? Ouais. Bon. Mais au moins, je connais les deux auteurs. Oui, c'est ça. C'est des bons auteurs. Mais c'est un hymne national pour les gens qui demeurent le long du Saint-Laurent. Ben oui. Oui. Tu sais, Puis, au Canada, terre de nos aïeux, Oui. ton front est ceint de fleurons glorieux. oui. Car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ben oui, c'est... Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur, de foi trempée, protégera nos foyers et nos droits. Écoute, tout ça, là, tous ces symboles-là, là, les fleurons glorieux, la croix, etc., c'est tous des symboles hérités de notre passé religieux patrimonial au Québec. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Rien de cela n'est... Et je me mets à la place des Anglais. Puis, si c'était mon hymne national, j'aurais le même problème qu'ils ont. Je ne me reconnaîtrais pas dans la première strophe du Haut-Canada en anglais. Si c'était une correspondance du français. Je ne me reconnaîtrais pas là-dedans. Okay? Alors, tu t'imagines là qu'on vit cette espèce de schizophrénie au Canada. On a un Canada pour les Anglais. Je ne te parle pas un Canada anglais et un Canada français. On a un Canada pour les Anglais, et puis on voudrait qu'on ait un Canada pour les Français, mais on ne se reconnaît pas dans ce Canada-là non plus. Okay. C'est un drame, ça. C'est un drame, puis c'est celui de l'identité québécoise. Et cette identité-là, on veut l'éteindre avec l'immigration. Puis on cherche à l'éteindre. Le multiculturalisme, là, c'est le but. Oui. Hein? C'est favoriser l'extinction progressive la plus rapide possible. Et on sait que selon les statistiques, les francophones cesseront d'être majoritaires au Québec en 2035. Oui. Et il n'y a personne qui dit qu'il faut arrêter l'immigration. Et on peut vouloir arrêter l'immigration sans être raciste, voyons donc. Antonio, oui. En termes historiques, là, 2035, là, c'est demain matin. Ben oui, c'est tout proche. C'est tout proche. Voilà. Alors, c'est le sort qui nous guette, à moins qu'on se réveille. Et qui va nous réveiller si les partis politiques ne le font pas? Bien, c'est ça qui est... Quand on regarde les perspectives électorales au Québec, là, cette fois-ci, là, on va rester sur notre faim. Sur ce plan-là. Ça ne se passera pas cette fois-ci. Non. Non. Et puis le problème, c'est que des échéances comme celle-là, là, il nous en reste plus beaucoup. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Alors, au lendemain des élections, on va avoir un sérieux... mais Richard, on peut demeurer optimiste, puis je vais te dire pourquoi. Peut-être que c'est moi je demeure optimiste. Peut-être que c'est un rêve, mais... Tu sais, autrefois, on disait, dans notre passé religieux, les desseins de la Providence sont insondables. Hein? Oui. Aujourd'hui, si on enlève ça, on dirait le sort peut nous réserver des surprises. Hein? Oui. Et je vais t'en nommer une que j'ai vécue. Je suis allé à des conférences de Jacques-Henri Pain. Jacques-Henri Pain, le démographe. Là, démographe. Qui, avec ce qui se passait à l'époque... oui, dans les années 70 et 80. Avant, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Il prévoyait que lors de la Confédération, le centenaire de la Confédération en 1967, il y aurait 50 des anglophones. Montréal serait 50 francophones, 50 anglophones. Et il prévoyait qu'en l'an 2000, 50 des Québécois, 50 des francophones au Québec, bon, ça serait 50. Il prévoyait notre disparition assez rapide. Ouais. Et il prenait ça avec des statistiques. Mais il est arrivé quelque chose. Il est arrivé la canalisation du Saint-Laurent. Oui. Et là, le fait pervers de la canalisation du Saint-Laurent, qui, d'une certaine façon, a ruiné Montréal parce que l'argent s'est en allé, bien, les immigrants aussi sont en allés.
C'est ça. Alors, ça ne s'est pas produit. Puis il y a eu un autre effet. Il y a eu la nationalisation de l'hydroélectricité. Exactement. Qui a fait en sorte que toutes les entreprises de soutien, que ce soit dans le domaine financier, de génie conseil, etc., sont toutes parties. C'était en train de se faire. Ben oui. Et la nationalisation l'a peut-être accéléré. Mais déjà, les droits qui avaient été les rivières qui avaient été réservées à l'hydro, c'était pour se faire, une continuation qui était pour se faire. Ouais. Deuxième chose, la création des universités, de l'école polytechnique est en train également de produire une série de Québécois francophones qui, un jour ou l'autre, il faudrait qu'ils trouvent leur place. Alors, c'est en train de se faire. C'est des effets qui ne sont pas prévisibles, qu'on ne voit pas. Alors, il va peut-être se produire quelque chose qui va faire en sorte que le sort nous réserve des surprises. Ouais. Hein? Alors, ce qui va se produire est à peu près, à l'heure actuelle, déjà, comment dirais-je, en train de se produire. OK? Il faut comprendre que les choses n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe. C'est ça. Alors, à l'heure actuelle, là, le Canada repose sur des bases extrêmement fragiles, sur le plan politique. Oui. OK? Avec le déclin du secteur manufacturier en Ontario, la richesse, la création de richesse s'est déplacée vers l'ouest et puis c'est devenu le pétrole qui était l'espoir. Malheureusement, l'espoir, il tourne au vinaigre. Ben oui. OK? Quand tu regardes les marchés aujourd'hui, là, je pense que jamais la décote du pétrole canadien par rapport au prix mondial a été la plus élevée. On est rendu, je pense, à 30 ou 40 $. Autrement dit, le pétrole canadien se vend. C'est plus rentable de l'exploiter. Plus du tout. Et je te dirais que les États-Unis font un petit peu exprès et que ça fait partie de la stratégie de Trump de ramollir le Canada pour tâcher de lui arracher les concessions dans le secteur de la gestion de l'offre. Alors, tu vois que ça joue dur, ça joue très dur, et ça affaiblit la structure politique du Canada. Okay? La capacité du Canada de maintenir en place des programmes comme la péréquation va être remise en question assez rapidement. Ouais. Okay? Et quand tout ça va se produire, okay, il va y avoir comme un effet de vacuum, là. Et il va falloir que les Québécois s'organisent autrement. Quand tu parles de la péréquation, on nous menace de nous en priver si on se sépare. Oui. Mais si tu considères tout l'argent que l'on donne au fédéral et qui ne nous revient pas parce que les investissements sont pas chez nous. Tu vois, c'est des calculs qu'on aurait dû faire en 1995, mais qu'on n'a pas pu faire. Okay. D'abord, il y avait des raisons, des obstacles. Par exemple, la comptabilité publique du gouvernement fédéral était difficilement accessible dans le détail. Aujourd'hui, avec les outils informatiques qui existent, tu es capable de savoir où est dépensé dans chaque province l'argent de tel ou tel programme fédéral. OK? Et écoute, c'est pas compliqué. Regarde, tu as juste à regarder la géographie du Canada. OK? La géographie du Canada, elle est immense. La population du Canada, elle est très concentrée c'est une bande. À la base. Hein? Oui, c'est ça. Okay? Mais on est obligé d'assumer les coûts de notre géographie. Quand tu regardes la géographie du Québec, elle est beaucoup plus restreinte et les coûts de la géographie du Québec associés au service de la géographie du Québec, que ce soit par exemple dans le domaine des pêches et océans ou des choses comme ça, là, c'est une fraction de de l'ensemble du Canada. Okay? C'est inférieur à 20 %. Bon. Multiplie les exemples comme ça là, dans toutes sortes de domaines là, et tu vas te rendre compte qu'il y a des tas de services dont le Canada a besoin. Puis que le Québec n'a pas besoin. Dont le Québec n'a pas besoin et pour lesquels il contribue. Il contribue, c'est pour ça. Voilà. Alors, quand tu sais que, par exemple, sur la péréquation, il y a environ
80% les Québécois financent, autrement dit par leurs impôts, environ 80% de ce qu'ils reçoivent en péréquation. Tu vois que la différence n'est pas si grande que ça et que de toute façon, lorsqu'on se met à faire les calculs dont je te parle, on arrive assez rapidement à combler. Oui. Pas du tout certain que le Québec serait dans la rue s'il fallait qu'on ait plus de péréquation. Mais moi, je pense, avec certaines études que j'ai vues, oui. il me pense que l'inverse. On n'a pas les chiffres exacts pour pouvoir faire une affirmation pareille, mais c'est certain que la situation serait loin d'être dramatique, elle pourrait même être meilleure. Elle pourrait être meilleure, c'est ça. Voilà. Alors, mais quand tu regardes ça, et puis les besoins de péréquation, avec la désindustrialisation de l'Ontario, ça va... Alors, ils sont énormes, là. L'Ontario est devenu un gros... Et va devenir, dans les années qui viennent, un récipiendaire de plus en plus important de la péréquation. Oui. Alors, l'argent qui va pas aller à l'Ontario, parce que ça vient d'un pot commun, il veut dire la part du Québec dans ce pot-là va diminuer. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, tu sais, la situation est très, très, très serrée, très tendue. Jamais le Canada a été, sur le plan politique, dans une situation aussi précaire. Jamais. Et quand tu regardes les pressions qu'il subit de la part de son principal partenaire, les États-Unis, bien, tu sens que ça va brasser dur, là. Pas vrai que ça va être facile de... Tu sais, Trump, là, il faut comprendre une chose, il va arracher toutes les concessions qu'il est capable d'arracher. C'est son style de négociation. Alors, je pense qu'on a terminé pour le temps qu'on peut consacrer à ça, à la politique québécoise. On va prendre encore une petite pause et puis on vous revient pour la fin et la mise à jour de l'actualité internationale. Parfait. Par des vagues d'immigration qui ont été accueillies par les Premières Nations et qui nous ont montré comment bâtir une société forte. Et les gens qui viennent ici de génération en génération pour bâtir des communautés plus fortes, c'est ça qui fait de nous plus forts comme pays. Et madame, votre intolérance n'a pas sa place ici. Nous sommes des libéraux ici. Nous savons que la diversité est une source de force, jamais une source de faiblesse. Et madame, votre peur des autres, votre intolérance n'a pas sa place parmi nous ce soir. Merci beaucoup, mes amis. Ce que vous venez de dire est le plus incroyable tissu d'insanité qu'il m'ait été donné d'entendre. À aucun moment de votre divagation incohérente, vous n'avez apporté le début d'un soupçon d'idée, d'un raisonnement un tant soit peu rationnel. Tous les gens ici peuvent vous remercier de les avoir rendus plus cons, rien que de vous avoir écoutés. Je ne vous accorde aucun point. Et que Dieu, dans sa miséricorde, ait pitié de vous. Cette intolérance...
Alors, de retour, Antonio, à cette émission de Point de bascule, la première de la saison, édition du 22 août 2018, veille des déclenchements des élections au Québec. Mais on a parlé au cours de la dernière heure là, de beaucoup de politiques québécoises. On va aborder maintenant quelques sujets internationaux, simplement pour faire le point, parce que d'abord, il s'est passé beaucoup de choses, puis ensuite... relativement parlant, oui, c'est vrai, mais en même temps, des choses qui ont vraiment basculé au cours de l'été, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même à remarquer ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle, où vraiment, là, on est en train d'assister, on parlait déjà le printemps dernier d'un espèce d'effondrement là, des États-Unis, puis c'est en train de prendre une dimension assez spéciale. Ça devient, il y a vraiment un éclatement qui se produit. Il y a des morceaux qui tombent, là. Et à l'heure actuelle, je veux dire, la division qui existe entre le pouvoir, entre la présidence et l'establishment américain atteint un niveau jamais vu sur le plan historique et contribue à l'affaiblissement de la puissance américaine. Ça, c'est vraiment remarquable. Et je ne... Mais il y a une obligation pour Trump. Je suis toujours surpris qu'on n'en parle pas. Cette réindustrialisation des Américains, là, des États-Unis, OK? Puis qui va freiner, puis qui freine déjà terriblement le libre-échange. Hein? La libre circulation des produits, parce qu'il met des tarifs, il est obligé de faire ça. Il est obligé de faire ça pour pouvoir recréer de l'emploi aux États-Unis. Oui, puis de l'emploi payant. Hein? C'est parce que... En fait, il faut qu'ils reconstruisent la classe moyenne qui a disparu avec l'effondrement du secteur manufacturier, avec les délocalisations vers les pays... où la main-d'œuvre coûte rien. À bas coût de main-d'œuvre. Oui. OK? Ça, c'est exceptionnel comme phénomène. Et ça l'oblige à remettre en question le libre-échange. Le libre-échange. Et quand tu vois ça... en même temps, ça lui crée des ennemis sur des amis naturels. Entre autres, il est en train de s'aliéner l'Europe. Hein? Oui. Avec la Chine, il va s'arranger. Il est en train de s'aliéner le Canada. Le Canada aussi. Hein? Alors, ça va faire un brasse camarade pas drôle à voir. Là. Oui. Mais c'est pas sûr que Trump n'en sortira pas gagnant sur le plan électoral. Non, ça, je le conçois, parce que finalement, ce qu'il fait, ça correspond au simple bon sens des Américains qui voient bien qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, là. Que le libre-échange, non seulement ils en bénéficiaient pas eux, peut-être que les entreprises en bénéficiaient, mais certainement pas eux, et que la classe moyenne est en train de s'effondrer. Tu sais, quand tu es rendu dans une situation là, où les gens qui ont 30 ans ne veulent plus quitter la maison paternelle parce qu'ils n'ont nulle part où aller, parce qu'ils n'ont pas trouvé de job, parce que ci, parce que ça. Puis c'est un cas qui est de plus en plus fréquent aux États-Unis, tu sais, à comparer, par exemple, avec les années 70, où à 18 ans, tout le monde foutait le camp. Oui. Hein? Oui. Bon, ben... Mais ça, c'est grave. Et puis, on a beau reprocher à Trump tout ce qu'on voudra, c'est que la personne, elle voit qu'il va venir un travail payant, hein, qui va lui permettre de retrouver une certaine dignité. Parce que quand tu travailles au salaire minimum, qu'il soit aux États-Unis, au Québec ou au Canada, c'est très difficile de garder une certaine dignité parce que tu n'en as pas suffisamment. Hein? Non. Alors, je pense que sur le plan électoral, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va... qui n'aura pas de conséquences. Il y aura des conséquences énormes pour ça, et ça peut le favoriser. C'est pas pour rien qu'on s'y attaque par tous les moyens pour le détruire. Pensez-y, là, dans un pays comme les États-Unis, là, dont la population avoisine les 350 à 400 millions, quand tu es rendu que tu as environ 60 millions de gens qui sont sur le programme des food stamps, là, des bons de nourriture, là, il y a comme un problème. Hein? Il y a un problème. Il y a un problème 60 millions, c'est grave. Ouais. Là, il y a un autre problème qui se pose. Je regarde aller ça. Le problème qui se pose en Syrie actuellement. Et j'aimerais ça que tu en parles parce que on a pris des gens, hein, à chaque fois,
on négociait à Alep, autour de Damas, on négociait, puis on envoyait les gens toujours au même endroit. On leur permettait de se rendre toujours au même endroit. À Idlib. Oui. Et là, Dans le nord. on a décidé qu'on s'emparait. Où ils vont aller? Bonne question. Ils ont déjà commencé à quitter. Et il y en a plusieurs qui sont en train de se ramasser en Afghanistan. OK? Oui. Les Américains font des transports importants de terroristes, takfiristes, là. Oui. Ils les emmènent en Afghanistan. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Ben, écoute, tu sais, regarde là la carte. Oui. Toujours regarder la carte. Oui. Toutes les réponses sont sur la carte. OK? Les États-Unis ne sont pas parvenus à venir à bout des Russes en Syrie. Alors, ils prennent les terroristes, puis ils vont les renvoyer le plus près possible de la Russie. Ouais. Puis tu vois, il y a eu un incident qui s'est produit les jours derniers en Tchétchénie. OK? Ouais. Un incident terroriste. Bon. Eh bien, tu vas les voir se multiplier. Parce que ces terroristes-là, étant donné qu'ils ont été subventionnés, soutenus par les Américains, armés par les Américains, et puis qu'ils peuvent encore être utiles aux Américains dans des fonctions. Tu comprends que les Américains vont se les garder, c'est une armée secrète, une armée de l'ombre. Une armée de l'ombre. OK? Et ils vont la mettre à contribution là où ils vont pouvoir causer le plus de troubles possible à leur ennemi identifié très clairement, qui est la Russie. Là, Israël, il semblerait s'être entendu avec la Russie pour ne pas intervenir en Syrie. Hein? Mais c'est pas comme ça. Non, que ça mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que ils forment une espèce de barrière avec le Golan, mais à un moment donné, ils vont partir. Ben non, ben c'est ça. Ce que les Israéliens ont... Quelle était la stratégie d'Israël en Syrie? La stratégie d'Israël en Syrie était de toujours élargir la zone tampon. Oui. Pour lui permettre de protéger le plus possible ce qu'elle considère être un acquis et qu'elle a d'ailleurs annexé sans que cette annexion soit reconnue officiellement par les Nations unies, même s'ils sont essayés à plusieurs reprises pour le faire. Donc, officiellement, aux yeux de la communauté internationale, le Golan constitue toujours un territoire occupé par Israël. Oui, puis qui est un territoire syrien. Et c'est un territoire syrien. Alors, ce qui s'est passé au cours de l'été, c'est que, profitant du vidage de la poche de la Ghouta, de plusieurs d'ERA de ce, les Syriens sont parvenus à dégager, à reconquérir une portion importante de leur territoire. Il leur reste maintenant le nord, où sont Idlib, où sont concentrés là, un noyau d'environ 30 à 40 000 terroristes. Et ces terroristes-là, évidemment, sont protégés par les États-Unis et la Turquie. Oui, c'est ça. OK? La situation est délicate pour les Russes qui cherchent à détacher la Turquie de l'emprise de l'OTAN. Les États-Unis, oui. Et ils sont en train d'y réussir. Ils sont en train... Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils y vont doucement. OK? Et sans relâche. Et ils placent toujours les États-Unis dans une situation, ils les mettent sur la défensive. Sur la question des S-400, la Turquie a commandé à la Russie des missiles S-400 qui sont essentiellement destinés à assurer la protection du territoire. Les Américains s'objectent à ça parce qu'ils considèrent que c'est une portion, ça représente une somme importante qui ne pourra pas être affectée par la Turquie à l'achat d'équipements militaires américains. C'est déjà un problème en termes de concurrence. Oui. Et également, ils argumentent qu'il y a incompatibilité entre les équipements... Les équipements qui sont déjà là et les nouveaux qui vont arriver. Alors, la façon dont les Américains cherchent à forcer la main
de la Turquie, c'est de retenir les livraisons de F-35 qui ont été achetées et commandées et en partie payées par la Turquie. Et là, la décision finale de la livraison de ces F-35-là est soumise à un rapport qui doit être présenté au Congrès d'ici 2 mois. Bon. Mais les Turcs le prennent mal parce qu'ils considèrent que c'est une entrave à leur souveraineté. Et ils semblent ignorer que la participation à l'OTAN constituait une forme de renonciation à sa souveraineté. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Bon, ben, ils sont en train de se réveiller à cette réalité-là, comme d'ailleurs plusieurs pays sont en train de le faire. OK? Et c'est complexe. Alors, le rôle de l'OTAN est extrêmement équivoque. Okay? Et il n'y a qu'à voir la façon dont, à l'occasion du sommet de Charlevoix, le président Trump a prévenu, même avant de partir pour l'OTAN, les pays membres de l'OTAN, payez vos contributions. Vous devriez dépenser au moins 2 % de vos budgets, et puis sinon 4 % de votre budget pour la défense. Sous-entendu, avec cet argent-là, vous allez acheter des armements américains, puis moi, je vais pouvoir offrir des jobs à mon monde. C'est ça, exactement. Hein? C'est ça l'affaire. Oui. OK? Et ça joue très, 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 très serré. Et évidemment, l'Europe se sent aussi de plus en plus coincée et dans sa souveraineté. C'est comme le fameux accord avec l'Iran, duquel Trump s'est retiré unilatéralement, et en suggérant que tous les autres signataires de l'accord, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie, qui était également signataire, je pense même le Japon, oui, OK, devrait se retirer de cet accord-là à la suite des États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui commandent. Bien, c'est pas si simple que ça. Puis ensuite, il faut comprendre que il y avait des entreprises françaises, anglaises, allemandes, qui avaient... Mais là, il semblerait que les entreprises françaises, entre autres, se retirent. Pas toutes. Une d'entre elles se retire, la plus grosse, Total. Oui. Mais Total y a goûté, là. Tu sais, Total a payé du prix de la vie de son ancien président sa trop grande proximité avec les Russes. OK? De Marjorie, là. Oui, c'est ça. De Marjorie, là. Oui. C'est ça qui s'est passé. Il a été... Oui, c'est que... en tout cas, cet accident-là, c'est il est comme très louche, hein? Très louche, oui. Et il rappelle un autre accident survenu dans les années 60 en Italie avec Enrico Mattei. C'est ça. OK? Et dont on a découvert par la suite que c'était la mafia qui avait exécuté sur les ordres de la CIA. Oui. Bon. Alors, tu sais, puis quand c'est pas nécessairement les États-Unis, comme certains intérêts aux États-Unis. Certains intérêts américains. OK? Oui. Alors, tu sais, ça devient compliqué, là, puis ils sont en chicane entre eux. Tu sais, jusqu'à la semaine dernière, là, la NSA et puis la CIA, l'ancien directeur, John Brennan, là, s'en prenait à Trump. Et puis, il y avait James Clapper, l'ancien directeur de la NSA, qui s'en prenait aussi à Trump. Puis d'un seul coup, là, Brennan a sauté une coche. Puis cette semaine, Brennan Clapper s'en prend à Brennan en disant il est en train de tout compromettre. Oui. OK? Oui. Et tu sais, c'est pas rien les jeux qu'ils jouent là. Puis c'est des gros jeux. Tu sais, Brennan a été le chef de la CIA. C'est une grosse agence. Et Clapper, lui, le chef de la NSA. La NSA, là, c'est la fameuse agence dont Edward Snowden a volé les secrets, puis il s'est ramassé en Russie avec ça, là. OK? Bon, il les a pas donnés aux Russes, mais ça fait rien, il les a livrés. OK? Et c'est des gros machins, là, des énormités. OK? Et c'est des États à l'intérieur de l'État.
Oui, mais il y a une chose, hein, à travers tout ça, entre autres, le problème d'Israël, Oui. il ne se règle pas, puis il ne peut pas se régler. Non. Quand tu regardes, ils veulent faire un grand État, mais ça va être un État qui va être des Arabes. Bon, ils ont adopté. Alors, imagine-toi qu'ils sont allés adopter une loi qui est carrément raciste, une loi d'apartheid. Oui. Bon. Ben, ils sont obligés de le faire, parce que tantôt, la majorité, en faisant le grand. Puis Trump, en faisant Israël, une blague, une mauvaise blague, mais, Oui. mais quand même, qui a un fondement de vérité, a dit, vous imaginez Israël, avec un État binational, se ramasser avec un président qui s'appellerait Mohamed? ben oui. OK? Ben la question était Ben, elle est vraie. pas si folle que ça. Ben oui. Donc, on comprend, à partir de ce moment-là, que Israël, pour assurer sa propre survie, est obligé d'être un État raciste. Oui. Il va être obligé d'enlever le vote aux Arabes. Aux Arabes. Oui. Tu te rends compte? Oui. Alors, en réalité, ce grand Israël, hein, pour lequel ils ont tout fait pour l'obtenir, avec les colonies et tout. Alors, Là, tu parles du Grand Israël, puis c'est important que les gens comprennent de quoi il s'agit. En 1948, les Nations unies ont accordé à Israël le statut d'État sur les bases de ce qui était l'ancienne Palestine sous mandat britannique. OK? Et on a délimité très clairement ses frontières. Depuis ce temps-là, le gouvernement israélien n'a de cesse d'élargir ces frontières-là pour faire en sorte de retrouver les frontières de l'Israël biblique. Israël au temps des Romains et du Christ. Hein? C'est ça. Avec les 3 provinces. C'est ça. La Judée, la Samarie, puis là, je me souviens plus laquelle. Là. Bon. Alors, écoute, c'est pas rien, là. Et donc, d'où ces colonisations. Mais il faut comprendre que Israël a dû prendre ce territoire-là quelque part. Il l'a pris chez les Palestiniens, qui, eux, se sont littéralement fait évincer C'est ça. de leur territoire. Ça crée du ressentiment. Et c'est un ressentiment qui devient de plus en plus difficile à gérer. OK? Et qui devient de plus en plus... Tu sais, regarde simplement Gaza, là. Je veux dire, la pluie de missiles qui s'est abattue sur Israël en l'espace de quelques heures, là, il y a 2 semaines, c'était ahurissant, là, 3000 missiles. OK? Du jamais vu par Israël. OK? Israël a été obligé de se retirer. Tu sais, la zone tampon qu'elle avait créée, ben, les Syriens les ont évincés, les terroristes de là, et d'un seul coup, Israël se retrouve à sa frontière, confrontée à la Syrie, alors qu'elle avait tout fait pour créer une zone tampon. Une zone tampon. Bon. Alors, donc, sur une partie du Golan, dans laquelle on trouve la ville de Quneitra, le drapeau syrien flotte de nouveau. La question que tu posais, c'est de savoir quelles sont les chances que Israël puisse conserver le Golan. Je te dirais que jusqu'à il y a 6 mois, je pensais que c'était chose faite. Mais là, avec ce qui vient de se passer et la détermination farouche d'Arafat, et puis une détermination qu'il est capable de traduire dans la réalité, ben, il n'est pas du tout assuré que Israël va être en mesure de conserver le Golan. Et c'est grave parce que l'Israël comptait énormément sur le Golan et ses importantes ressources pétrolières et gazières. Oui. Il faut voir que l'armée syrienne, c'est une armée actuellement victorieuse. Ouais. C'est une armée qui est aguerrie parce que ça fait des années qu'elle combat. Ouais. C'est pas la même chose que une armée Puis elle a le soutien de l'armée russe, ouais. Puis elle a le soutien des Hezbollah et iraniens.
c'est du monde tough, ça. Oui, c'est ça. C'est du monde tough. Voilà. Et c'est pas fini, ça. Non, c'est pas fini. Est-ce que Trump voit ça? Bien sûr qu'il voit ça. Mais en même temps, il y a comme une espèce de déni de la part des Américains devant ce qui apparaît de plus en plus comme l'inéluctabilité de leur défaite. OK? D'ailleurs, il s'est produit exactement la même chose au Vietnam. Pendant l'été, j'ai trouvé le temps de regarder la très grande série, une excellente série d'une excellente qualité qui est de 8 heures, je pense, ou 10 heures, qui est produite aux États-Unis sur le réseau PBS sur la guerre du Vietnam. Et quand tu regardes la fin au Vietnam, ça ressemble étrangement à ce qui est en train de se passer. Autrement dit, à partir de 1962, les Américains sont conscients que leur position n'est même plus tenable au Vietnam. Ils ont pris la main, repris la main des Français en 1954. Ouais. Dès 1962, sous Kennedy... Ils ont d'ailleurs aidé à ce que les Français soient battus. C'est ça. Ils savent, dès 1962, ils savent qu'ils n'auront pas gain de cause. Okay. Pourtant, ils s'enlisent, ils s'enferment. Et après Kennedy, c'est Johnson. Et après Johnson, c'est Nixon. Okay. Même Nixon, jusqu'à la dernière minute, continue à commettre. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire face à la défaite. Même s'il la voit venir puis qu'elle est inéluctable. Même s'il la voit venir puis qu'elle est inéluctable. Il espère qu'il va se produire quelque chose. Il n'y a aucun président qui veut être celui qui signe la défaite. Qui signe la défaite. C'est ça. Oui. Avec Assad, tantôt tu t'es trompé de parler d'Arafat, tu parlais d'Assad. Avec Assad, ils n'ont pas prévu, il arrive quelque chose, ils n'ont pas prévu sa résistance, ils n'ont pas prévu sa détermination. Ce qu'ils n'ont surtout pas prévu, c'est le niveau de soutien qu'Assad obtiendrait des Russes. Oui, ils n'ont pas prévu ça. Puis ils n'ont pas prévu non plus que cet événement-là allait provoquer un rapprochement des Russes et des Turcs. Et de l'Iran. Oui, et de l'Iran également. Et de la Chine. Là, ça fait beaucoup de monde. Ça commence à faire du monde. Oui. Et pourtant, tu vois, dès 2012, il était évident, puis j'ai écrit un article qui a été publié ici, bien sûr, sur Vigile, il a été repris sur Mondialisation.ca, il a été repris, mais sur une vingtaine de sites en Europe. Il a même été traduit en italien. Et il a paru en Algérie, dans lequel, je dis, c'est la fin de la politique unipolaire. On revient à un régime multipolaire, à la politique des blocs. Et c'est exactement ça qui s'est passé. En 2012. Oui. Puis je t'enverrai la référence. Oui, j'aimerais. OK? Et c'est stupéfiant, mais c'était totalement prévisible. C'était en gestation, puis c'était prévisible. C'était prévisible. Oui. Les hommes sont toujours importants. Hein? Si tu n'as pas cette détermination-là d'Assad, ouais. Il y a quand même un soutien à l'intérieur. Hein? On fait comme s'il n'y avait pas de soutien à l'intérieur. Il y a un soutien à l'intérieur. Oui, puis ce que les gouvernements européens et américains n'ont absolument pas compris, c'est que si Assad n'avait pas bénéficié du soutien populaire en Syrie, il ne serait plus là. Ben oui. Okay. Il ne peut pas ne pas être là puis ne pas avoir un soutien populaire à l'intérieur. Exactement. Souviens-toi de la rapidité et de la facilité avec laquelle est tombé le dernier gouvernement est-allemand. Oui, je me souviens. Le mur de Berlin. Oui. Souviens-toi, ça s'est passé en quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, la population a retiré son appui, son soutien au gouvernement. Ouais. Et le gouvernement s'est retrouvé
tout nus. Tu sais, Alors, si Assad n'avait pas eu le soutien de sa population, il n'aurait pas pu faire cette il résistance-là. n'aurait jamais été capable de résister comme il a résisté. Ouais. Et tu te rends compte que les gens qui ont résisté, ils n'ont pas résisté pour rien. Hein? Non. Il y a des différences religieuses énormes entre les chiites et les... Et ils ont surmonté ces différences-là, Oui. et ils ont été portés par une adhésion à une identité qui, vraiment, là, a une grande profondeur, tu sais, qui remonte, tu sais, des milliers d'années. OK? Et ça a été plus fort. Alors, on a eu droit, dans le cas de la série, à beaucoup de fake news. Hein? Ouais. Ouais. Mais à la fin, on se rend compte que la réalité, elle est là. Elle est là, puis elle est incontournable et insurmontable. Ouais, insurmontable. Hein? Voilà. Alors, les Américains vont finir par partir, comme ils sont partis d'Irak, comme ils sont partis du Vietnam, comme ils vont partir d'Afghanistan éventuellement, la queue entre les jambes. C'est humiliant. C'est très humiliant, puis d'une fois à l'autre, ils ne comprennent pas la leçon. Il y a dans cette défaite-là, cette obligation-là, ils sont loin de chez eux. Hein? Ils sont loin de chez eux. Ils sont loin des États-Unis. Bien sûr. OK? Et l'autre chose également, c'est que les gens ordinaires aux États-Unis, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Puis ensuite, ils ne voient pas qu'est-ce qu'on fait là. Non, d'une part, ils n'ont pas de soutien populaire. Là. Non, c'est ça. Bon. L'autre chose aussi, c'est que les Américains ont une fâcheuse tendance à s'imaginer qu'ailleurs, c'est comme chez eux. Que les gens vont avoir le même réflexe que les Américains. Pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de formation en histoire, en géographie, en économie politique, en géopolitique. Tu sais, quand tu regardes la formation, à part des spécialistes très pointus, et il y en a, et quand tu tombes dessus, c'est vraiment des êtres d'exception d'un calibre très supérieur. Et j'ai lu des ouvrages écrits par des gens de ce calibre-là. Chapeau, tu t'inclines. Mais c'est pas eux qui tirent les ficelles. Mais tu as toujours le problème de la nécessité. Quand tu es un pays puissant comme celui des États-Unis, oui, les habitants ne sentent pas le besoin de savoir ce qui se passe ailleurs pour se protéger ou savoir ce qu'ils veulent. C'est pas nécessaire. Hein? Non. Alors, on s'en occupe pas. Et là, on devient ignorant. Puis ils sont au-dessus de ça. On a besoin de le savoir, puis on ne le sait pas. Pendant ce temps-là, le monde est sans dessus-dessous. Ben, c'est ça. OK. On va en rester là pour ce soir. Et puis, je te remercie beaucoup, c'est moi qui te remercie, Antonio, de m'avoir invité. Ben oui. Ça me faisait plaisir. Ben, on se reprendra. OK, parfait. Et puis... après les élections. Après les élections. Ça met fin à cette émission, notre première de la saison 2018-2019. Et on espère qu'on a réussi à vous intéresser. Le rythme va s'accélérer avec la semaine prochaine, le début de la campagne électorale. On va en voir de toutes les couleurs, c'est à peu près certain. Alors, bonne semaine à tous et puis portez-vous bien. Bonne semaine et...